Merci pour cette introduction. Quand vous développez un logiciel, vous écrivez du code, vous concevez un algorithme, en somme, vous créez un objet intellectuel. Mais dès que ce code est destiné à être utilisé par d'autres que vous-même, une question essentielle se pose. Comment allez-vous le partager ? Allez-vous simplement en distribuer le résultat final, c'est-à-dire le logiciel compilé, l'exécutable ? Ou bien allez-vous exposer le code et ses coulisses ? C'est l'une des questions à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui en parlant de logiciels libres et d'open source. Mais avant cela, un petit mot sur moi. Ça, c'est le slide qui plaira à mon employeur suédois. Je viens de l'université d'Uppsala en Suède. Et c'est eux qui ont sponsorisé à moitié ma venue en train depuis Stockholm à 3000 km en train pour moins impacter la planète. Cela. Merci. Cela étant dit et étant fait, me voici, je suis Marie Dupromet, ingénieure, mais la plupart des personnes ici me connaissent en tant que cofondatrice de StipDev, un groupe lillois destiné aux femmes et minorités de genre dans le numérique. Et cette information, elle est importante parce que ce groupe a la caractéristique, contrairement à beaucoup de meet-up dans la région, de ne pas dépendre entièrement de logiciels propriétaires. Pour notre communication interne, oubliez Google Drive, WhatsApp et autres Slack. Bonjour, mobilisons Nextcloud et autres mailing lists. Concrètement, si demain les big tech et les GAFAM s'effondrent, StipDev est complètement opérationnel. Et ça, en 2025, c'est une prouesse que j'espère vous serez capable de faire après ce talk. D'ailleurs, pendant 45 minutes, on va tenter de ne pas utiliser de logiciel propriétaire, puisque l'ensemble de ces notes, des notes que j'ai et des slides, ont été faits sur du logiciel libre. C'est sur ces... Alors, je suis aussi également membre active de Raoul, qui est une association lilloise qui promeut des services cloud libres et locaux. Et c'est sur ces 3 expériences concrètes que se repose la légitimité de mon discours aujourd'hui. Bon, et comme les exemples valent mieux que les longs discours, on va tout de suite pratiquer du logiciel libre. Je vous invite à vous connecter à onlinequestions.org et à taper le code 22222, 5 fois le numéro 2. Un outil libre pour poser vos questions de manière anonyme et voter pour les questions des autres. Cela nous permettra, pendant le temps d'échange à la fin, de faire émerger les questions les plus pertinentes ou les plus partagées et de vous donner les réponses qui comptent vraiment. Maintenant que cela est dit, ce talk se composera de relativement peu de slides, mais je mets à votre disposition toutes les notes ainsi que la liste de logiciels libres, ici, qui sont disponibles sur les liens QR code, ici, et qui sont disponibles sur les liens ici, librelist.stipdev.fr, c'est pour la liste, et librenote.stipdev.fr, c'est pour les notes. Je vous remettrai ce slide à la fin. Et bien, sans plus attendre, voici le menu du jour. Alors, on va parler J'ai divisé mon talk en 3 parties. D'abord, on va parler de la théorie. On va voir comment le libre a émergé, dans quel contexte historique. On va revenir aussi sur des notions, les notions les plus importantes à retenir. Ensuite, il y aura la partie en pratique. Comment vous faites pour connaître ou pour trouver du logiciel libre ? Quels sont les avantages pour vous, en tant que pro ou en tant qu'utilisateur ? Et enfin, où aller concrètement pour débuter quand on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et enfin, on aura des exemples de logiciels. On parcourra un petit peu la liste, on ne parcourra pas tout, parce qu'il y a une 20 à 30 logiciels. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez fermer les yeux et imaginer. Il était une fois le libre. Comment la notion de libre et d'open source est apparue et quels problèmes elle essaie de résoudre. Dans les années 50-60, on vendait le hardware très très cher et très très imposant aux entreprises et aux universités. Le code de ces machines était offert, c'est-à-dire compris dans le prix de la machine.
Les chercheurs et la poignée d'experts du privé de ces machines se passaient le code logiciel sans contrepartie ni restriction, un peu comme on se passe une recette de cuisine. Et d'ailleurs, il n'existait aucun copyright sur le code, il n'y avait pas de loi. Dans les années 70, les machines commencent à devenir plus abordables et un plus grand nombre d'utilisateurs possèdent et ont besoin de ce code pour utiliser leur machine. Plus de code est produit, cela a un coût, mais la culture est encore celle du partage entre pairs. Qui va porter le coup et comment ? La culture va changer. Flairant le marché à venir, en 1976, un certain Bill Gates écrit une lettre accusant, je vous l'ai mis là, les utilisateurs de son logiciel basique de pirater sa propriété intellectuelle. Il défend et présente comme légitime l'idée que les logiciels doivent être vendus sans leur code source, c'est-à-dire que les binaires compilés, afin de protéger les créateurs. Et parallèlement, des décisions politiques sont prises, notamment sous Reagan, avec l'abandon du plus grand procès antitrust contre IBM. Ça va encourager l'émergence du code propriétaire. La démarche du code propriétaire, certes, résout en partie la question du coût de la main-d'œuvre, mais n'est pas sans poser des sérieuses questions éthiques et démocratiques. Comment puis-je être sûr que le logiciel propriétaire ne fait que ce qu'il est supposé faire si je n'ai pas accès au code ? Et que se passe-t-il si le logiciel manque d'une fonctionnalité qui convient pour moi et ma communauté, mais ne convient pas aux créateurs ou à ses investisseurs ? Au milieu des années 80, en réaction à ce mouvement, se crée la notion de logiciel libre, qui est définie en 4 libertés. Je vous les ai mises ici. La liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, la liberté de redistribuer des copies du programme, ce qui implique la possibilité aussi de donner ou de vendre des copies, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Alors, à partir des années 80-90, le code propriétaire gagne le marché, surtout chez les particuliers. C'est moins vrai côté serveur. De nombreuses pratiques sont alors mises en place pour rendre les utilisateurs captifs, dépendants d'un logiciel ou d'un écosystème. C'est ce qu'on appelle le vendor lock-in, ou enfermement propriétaire. Avez-vous déjà été confronté à ce type de stratégie ? Vous en connaissez des exemples sans le savoir. Bon alors, l'exemple classique qu'on va toujours vous sortir, c'est l'exemple du point doc qui a été créé dans les années 90 par Microsoft. Donc ça, c'est l'exemple que vous allez trouver sur Wikipédia. Et c'est l'illustration classique du vendor lock-in. Mais les leviers de la stratégie vendor lock-in ont évolué. Aujourd'hui, certaines entreprises exploitent la limitation ou la rétention des données pour renfermer l'utilisateur. Par exemple, Slack, qui vous prive de votre historique après 90 jours d'utilisation, à moins de payer un abonnement mensuel. Une autre forme d'enfermement concerne les réseaux et les protocoles. Il s'agit de vous isoler avec vos contacts dans un environnement spécifique, rendant toute sortie difficile sans perdre l'accès à votre réseau social. Par exemple, Google Chat utilisait autrefois le protocole XMPP, ouvert, qui permettait d'échanger via n'importe quel client compatible. Une fois une base de données d'utilisateurs assez large atteinte, Google a abandonné ce protocole ouvert pour imposer son propre système fermé. C'est exactement le scénario que certains craignent aujourd'hui avec Meta et Thread. Pour le moment, Thread repose sur le protocole ActivityPub, un standard ouvert également utilisé par Mastodon. Mais que se passera-t-il une fois que Meta aura conquis une part importante du marché ? Rien n'empêche un changement de direction et Meta de quitter le protocole ouvert. Tout cela pour vous dire que le libre, comme le logiciel propriétaire, est en constante mutation. Enfermer versus libérer l'utilisateur s'imagine dans plein de formes différentes, suivant qu'on parle de logiciels de bureautique, de cloud, de réseaux sociaux ou de savoir encyclopédique. Alors, là c'était pour l'histoire. Je vais vous mettre les notions complémentaires ou les notions à retenir. Alors, je voudrais faire un point sur le fait que la notion de libre, c'est plus une notion philosophique. Et donc, c'est une notion très graduelle. Un logiciel peut être plus ou moins libre, et c'est des choses qui sont constamment discutées.
À l'opposé, la notion d'open source, elle est un peu plus technique et juridique. Tout ce qui est libre doit être open source, mais tout ce qui est open source n'est pas forcément libre. Open source, c'est quand le logiciel a le code accessible sous une licence permettant la copie, la redistribution, tout ça. Attention, le terme open source est parfois utilisé à des fins purement marketing sans réellement respecter les principes de liberté de l'utilisateur. On parle alors de libre washing. Alors, pour les autres notions, on dit aussi que le libre s'oppose au logiciel propriétaire, au logiciel privateur, pour privateur de liberté. Enfin, en anglais, libre se dit FOSS ou FLOSS pour Free Libre Open Source Software. On a vu la théorie, l'histoire. Maintenant, la pratique. Comment on va chercher un logiciel libre? Quels sont les avantages? Et où aller pour débuter, donc. Alors, en pratique, si vous voulez trouver du logiciel libre, je vous conseillerais d'aller déjà voir des listes de références. Il y a une association qui s'appelle Framasoft, qui a créé une liste qui s'appelle Frama Libre, dans laquelle vous pouvez mettre un logiciel que vous connaissez propriétaire, et ça va vous donner l'équivalent en logiciel libre. Le gouvernement aussi a créé une liste qui s'appelle SIL. Je vous ai mis le lien direct, code.gouv.fr/SIL/list. Vous pouvez aussi chercher les termes en anglais de open source ou FLOSS plus le sujet qui vous intéresse. Ensuite, je vous conseillerais de demander là où les libristes se trouvent. Il y a un réseau social qui s'appelle Mastodon, où voilà, beaucoup de libristes se trouvent parce que c'est un réseau social qui est lui-même basé sur du code libre. Alors, j'en étais où ? Oui. Alors, maintenant, on va s'intéresser à pourquoi on voudrait, en tant que professionnel, s'intéresser au logiciel libre. Alors, si vous êtes une entreprise, le logiciel libre peut avoir un avantage économique, ou plutôt de prévisibilité économique. Ça limite les tarifications évolutives imprévues. Et vous et votre société n'êtes pas captifs ou soumis aux caprices d'un fournisseur souvent en situation de quasi-monopole. La migration est facilitée. Au pire, si les tarifs deviennent délirants sur un logiciel, vous pouvez installer la solution sur votre propre serveur sans réapprendre toute l'interface. Ensuite, il y a une notion de contrôle quand même qui, je pense, est essentielle pour les entreprises. Ensuite, vous, en tant que dev, si vous voulez être dans la contribution ou changer un logiciel pour votre usage en tant que dev, si vous êtes sur du logiciel libre, c'est possible. Attention, si vous voulez être contributeur, l'open source et le libre, sans être employé ou sans monter votre entreprise ou monter votre association, ça paye presque pas. Hein. Donc, contribuez toujours pour une fonctionnalité qui compte pour vous ou pour votre communauté. Je dirais qu'en tant que dev, s'investir dans le libre ou utiliser du logiciel libre, ça ajoute du sens sur le long terme. Nous sommes dans une industrie qui peut être dissonante, se pose parfois peu les questions de démocratie, de liberté et de respect de l'utilisateur. Ça donne aussi, quand on est junior, un accès à des seniors passionnés et enthousiastes. Et si les valeurs défendues par le libre vous parlent, vous trouverez des gens avec qui vous matchez plus, vous entendez plus. Ensuite, l'accès à des machines pro. Si Windows a gagné le marché du particulier, côté serveur, Linux a toujours dominé et la tendance ne s'inverse pas. Enfin, en tant qu'utilisateur, je pense qu'un des arguments principaux ou en tout cas qui m'a fait migrer vers le libre, c'était une notion écologique. C'est-à-dire que dans le libre, il n'y a pas de notion d'obsolescence programmée. Windows nous a fait un beau cadeau récemment. Ils ont décidé de faire passer tout le monde à Windows 11. Sans justification énorme, et ça va jeter à la poubelle des millions d'ordinateurs. Chez Linux, au contraire, on peut faire tourner des machines de plus de 15 ans sur des Linux qui sont mis à jour. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez rafraîchissant aujourd'hui.
Ensuite, voilà, on est à Lille, et je suis de Lille. Donc, on a une bonne infrastructure associative au niveau du libre, sachez-le. Et donc, si vous êtes débutant dans le libre, voici où vous pouvez aller. Déjà, je vous conseillerais de tester Linux si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a un club qui s'appelle CLX, qui se réunit à Croix tous les mois pour faire des install parties. Il y a aussi une permanence au Café Citoyen tous les derniers mardis du mois, où là, vous pouvez rencontrer tout l'écosystème du libre local. Ensuite, il y a l'agenda du libre.org qui a une très bonne fonction de recherche par zone et qui vous donne des événements autour du libre triés sur le volet. Hein, tout est bien vérifié par des modérateurs. Donc c'est des événements de qualité. Ensuite, si vous êtes un peu plus senior, vous voulez peut-être aller dans des grandes conférences. Alors, il y a le FOSDEM, ou OFDEM aussi, qui est en parallèle, qui se trouve en Belgique, qui est à Bruxelles, le premier week-end de février. Vous avez le JDLL à Lyon et les Capitales du Libre à Toulouse. Sachez aussi qu'on a une radio locale, un podcast qui diffuse sur une radio locale qui s'appelle l'échodesgnous.org. Et c'est deux passionnés qui vous parlent de l'actualité du libre toutes les 2 semaines. Et c'est très rafraîchissant et ça apprend beaucoup de choses sur ce monde-là. Enfin, il y a des associations qui sont actives, qui se réunissent un peu plus souvent qu'une fois par mois, hein, comme raoul.org, defleur.fr. Et le site web qui centralise un peu tout ça, c'est ch'tinux.org. Alors, on va voir des exemples de logiciels libres. Place à la liste que vous devez avoir ici. Voilà. Donc, je vais vous la mettre ici. Oh, je vois plein de gens qui se connectent. Alors, là, déjà, la liste, elle a été écrite sur Nextcloud Note, qui est un éditeur en Markdown, qui est très sympa. Ah, on va mettre un plein écran. Ah. Ok, non. En plein écran. Voilà. Je vous ai mis une petite légende. Alors, c'est une liste de logiciels libres et open source que j'ai testé et approuvé moi-même parce que j'ai fait moi-même le passage de complètement propriétaire, GAFAmisé, tout ça, à logiciel libre. Et voilà, je vous ai mis des petits chilis que vous voyez ici pour dire la difficulté. Alors, ces chilis sont complètement subjectifs. Hein. Vous allez sans doute venir me voir en me disant que tel logiciel est beaucoup plus simple que je le dis, et tout ça, mais voilà, c'est à titre indicatif. 3 chilis, c'est difficile ou contre-intuitif. 2 chilis, c'est s'il y a une installation un peu compliquée, quelques recherches à faire. Un chili, c'est pas forcément intuitif, surtout si vous venez d'un grand logiciel propriétaire, mais on prend la main très vite. Ensuite, vous avez le petit puzzle qui va vous dire si c'est un module complémentaire pour le navigateur. Parfois, je vous ai mis des logiciels partiellement propriétaires. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à trouver un équivalent complètement libre et voilà, et qui était satisfaisant. Donc le petit cadenas, ça veut dire que attention, il y a des morceaux de propriétaires dedans. Le petit sac avec les dollars, c'est que le service est payant. Parfois, le logiciel libre en soi, le code et le logiciel en soi est gratuit, mais le fait, par exemple, l'installer sur un serveur, tout ça, il y a un coût, il faut que quelqu'un paye, et à ce moment-là, le prix, il y a un prix. Le prix qui est qui est pas le prix de vos data, en fait. J'ai mis une petite colombe pour dire que le logiciel est 100% libre. Alors ça peut porter, comme je vous ai dit, le libre est une notion qui est graduelle. Et comme certains logiciels dans cette liste
Je ne suis pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui sort de la salle en me lapidant, en me disant que non, 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 ceci n'est pas purement libre. Donc j'ai préféré mettre une colombe seulement les logiciels où je suis vraiment sûre. Par honnêteté intellectuelle, je vous ai mis un point d'exclamation à côté de tout logiciel que je n'utilise pas au quotidien, histoire de ne pas dire faites ce que je fais, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le petit temple ou le petit Capitole, c'est pour dire que c'est un classique qui existe depuis plus de 20 ans et que vous ne sortez pas de cette salle sans connaître ce logiciel, s'il vous plaît. Le petit phylactère à petit nuage, c'est pour les services cloud qui nécessitent un service en ligne ou d'installer sur votre propre serveur. Et pourquoi je n'ai pas fermé ça, moi ? Voilà. Et le petit téléphone rouge à touche que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître, c'est un des logiciels pour smartphone. Voilà. Et sur ce, j'ai ma version à noter ici. Alors, je ne vais pas passer sur tout. Les logiciels que j'aime bien évoquer, c'est déjà F-Droid. C'est un logiciel, c'est un équivalent de Google Play que vous mettez sur votre téléphone Android et qui vous permet d'accéder à une bibliothèque de logiciels qui n'est pas soumise à la politique de Google. Et ça vous permet des accès à certains logiciels qui n'existeront jamais sur Google Play parce que ça intente à leur politique commerciale. Un exemple de logiciel dans ce cas, c'est le logiciel NewPipe, ici, qui vous permet de regarder des vidéos YouTube sans les pubs, qui vous permet aussi de n'entendre que le son et d'éteindre l'écran. C'est une fonctionnalité que Google veut vous faire payer. Et du coup, vous sauvez beaucoup de batterie, ce qui est agréable. Mais évidemment, Google ne va pas le mettre sur Google Play. D'ailleurs, j'espère que la conférence, que le DevLead ne compte plus se faire sponsoriser par Google, parce qu'après, ce sera plus possible. Ensuite, en logiciel libre, Nextcloud, très à la mode en ce moment. C'est une alternative à Google Drive. Oui, je vous ai découpé les logiciels en tronçons. Et donc là, c'est une liste de logiciels qui sont alternatifs à Google. Qu'est-ce qu'on a ? NewPipe, ça, ce sera pour les logiciels Google. Ensuite, il y a une catégorie navigation et email. Je vous ai mis Firefox qui a fait quelques compromissions sur l'aspect libre pour des raisons commerciales. On pourra en revenir plus tard si vous avez des questions. Un logiciel que j'aime beaucoup, développé par mes collègues scandinaves de l'université de Copenhague, Consentomatic, c'est un add-on, une extension sur Firefox, peut-être sur Chromium aussi, ça je suis pas sûre, qui permet de dire non automatiquement aux cookies. Ils ont enregistré 800 formulaires comme ça, et c'est un sentiment très satisfaisant quand vous naviguez sur un site web et que vous voyez les curseurs qui se disent non, 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 et qui se ferment tout seuls. C'est très satisfaisant. Et c'est du logiciel libre. Vous avez ensuite... Alors je passe sur les logiciels les plus courants. Je vous ai mis une liste de logiciels que StipDev utilise. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une des questions à se poser quand on va dans le logiciel libre, c'est pas forcément est-ce que je vais retrouver exactement le logiciel que j'avais avant dans le logiciel propriétaire tel qu'il est. C'est plus est-ce que dans l'infrastructure du libre, je vais pouvoir faire quelque chose de productif ? Oui, la preuve, on l'a fait. Et voilà les outils que nous, en collectif et en interne, nous utilisons. D'abord, nous utilisons Mobilisons. C'est une alternative à Meetup, qui est décentralisée et qui permet d'installer sa propre alternative sur son propre serveur. Et donc, il y a Mobilisons. Avec nous, on utilise l'instance mobilisons.fr, mais il y en a plein d'autres. Il y a qu'est-ce-qu'on-fait.fr aussi. Et c'est aussi une alternative à Facebook Facebook événements. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre chez StipDev d'intéressant ? On utilise beaucoup le Framadate aussi, qui est une alternative à Doodle.
C'est très agréable. Vous pouvez mettre votre email et vous êtes confiant que vos utilisateurs peuvent mettre leur email et tout ça dedans parce que vous n'êtes jamais vraiment spammé comme Doodle le fait. Ensuite, on a le logiciel voilà, je vous ai mis un exemple de logiciel qui justement est propriétaire. Polotno, c'est une alternative à Canva. Mais je n'avais pas trouvé d'alternative à Canva qui me paraissait satisfaisante et aussi simple d'utilisation. Je vous ai mis Polotno qui, par exemple, a une interface qui elle-même est libre. Le code, vous y avez accès. Par contre, l'API ne l'est pas. Alors, un exemple, dans une catégorie autre, un logiciel qui ne correspond ni à des services Google, ni à des logiciels que nous utilisons à HTTP, il y a mon petit chouchou qui est KO Reader. Et c'est un logiciel qui permet d'être installé sur une liseuse. C'est entre le logiciel et l'operating system, système d'exploitation, pardon, qui peut être installé sur n'importe quelle marque de liseuse. Ça peut être installé sur Kobo, ça peut être installé sur Kindle, et ça permet de lire vos EPUB et autres documents avec un logiciel développé par la communauté du libre, et donc de bénéficier de toutes les fonctionnalités que la communauté a décidé de développer pour vous. Et c'est très agréable. Par exemple, dans mon cas, j'avais besoin d'une fonction nuit, de pouvoir lire sur des lettres blanches avec un fond noir. Mon logiciel, le fournisseur de ma liseuse Pocketbook ne fournissait pas cela. KO Reader le fournissait. Donc ça, c'est très agréable. Voilà. Alors, dans les outils pro... Oui, dans les téléphones, si un jour vous voulez dégooglifier votre téléphone, vous pouvez installer Lineage OS. C'est un Android qui a été libéré et qui est mis à jour pour beaucoup de téléphones qui eux-mêmes ne sont plus maintenus par les constructeurs. Donc ça, c'est pas mal pour utiliser sur des téléphones reconditionnés. Par contre, je vous ai mis 3 chilis parce qu'à l'installation, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille quand même d'aller vers un groupe de libristes. Ils seront très très contents de vous aider. Si vous êtes débutant, si vous avez un peu peur que votre téléphone, que vous ne savez pas trop comment router votre téléphone, tout ça, allez là-bas, ils sauront vous conseiller. Enfin, des petits outils pro. Comment ne pas parler de libre sans parler de Linux? Là, je vous ai mis Ubuntu, qui est un exemple d'outil qui est, on va dire, open source, mais beaucoup diront que ce n'est pas libre. Il y a quand même des morceaux des codecs et des drivers qui sont propriétaires dedans. Mais vous pourrez toujours installer, je sais pas, un Debian ou un Arch Linux ou quelque chose qui sera plus respectueux de cette philosophie. Pour vous montrer aussi que le logiciel libre peut s'installer sur vraiment beaucoup de choses, vous avez Unohost, qui est un logiciel pour installer votre propre serveur de bibliothèque de logiciels. En gros, Unohost, c'est une bibliothèque de logiciels libres que vous installez sur votre serveur, et une fois que c'est installé, vous pouvez cliquer, vous dites bon, je veux mettre un Nextcloud sur mon serveur, paf, Nextcloud, je veux mettre un YACForm, hop, vous cliquez et ça installe tout seul. Le tout, c'est d'avoir installé Unohost d'abord. C'est pour ça que j'ai mis 2 petits chilis, parce qu'il faut quand même connaître ce que c'est un serveur, savoir installer quelque chose sur un serveur. Ça, la plupart des devs, vous pourrez le faire. Si vous n'êtes pas junior, vous auriez y arriver. Et enfin, un autre petit chouchou, c'est Pandoc. C'est un logiciel en ligne de commande qui a été développé par un philosophe et qui permet de convertir
tous les formats ont tout. Donc vous pouvez convertir du docx en Markdown, du Markdown en PDF, dans le PDF, une fois qu'on est passé au PDF, on ne revient pas en arrière. Hein. Vous pouvez convertir en HTML, en tout, je vous dis, en tout, en latex, en tout. Donc parfois, ça peut débloquer certaines situations quand vous avez des datas dans un format qui n'est pas très... qui n'est pas ouvrable sur votre propre système d'exploitation, c'est pas mal. Voilà, on va pouvoir conclure. Hein. Hop, on remet le petit slide. Ok. Est-ce que j'ai mis pour aller plus loin? Oui. Alors déjà, la conclusion. Donc, on a vu aujourd'hui qu'il existe un écosystème communautaire d'outils émancipateurs appelés logiciels libres et open source. Ils existent partout, sur PC, sur téléphone, sur serveur et même sur liseuse. Et mon dernier conseil, c'est allez-y petit à petit et pas à pas. Ne vous jetez pas tête baissée. Je dis souvent aux gens, attendez que le logiciel propriétaire que vous utilisez commence à avoir vous enlever des fonctionnalités pourtant basiques, commence à vous faire payer des prix délirants et commence à vous donner envie de jeter votre ordinateur par la fenêtre. Là, c'est que vous êtes mûr. Vous allez pouvoir passer au logiciel libre et pas regretter votre choix. Donc voilà, vous pouvez aller en mode hybride, être encore à cheval sur plusieurs systèmes. D'ailleurs, sachez que si vous n'avez jamais testé Linux, vous pouvez tester, voire même installer complètement un système Linux sur un disque dur externe et ne transporter que le disque dur externe que vous branchez sur votre PC. C'est ce que je fais, par exemple, quand je voyage de Suède en France pour ne pas transporter un PC et pas dépenser plus de carbone. Voilà. Et pour aller plus loin, parce que la notion de libre, comme on a vu, c'est en mutation. Le libre des années 80, ça ne va plus ressembler au libre des années 2025. Il y a d'autres enjeux, des nouveaux enjeux. Je pense que vous pouvez regarder les mots-clés de Big Tech ou GAFAM. GAFAM, ça tient pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. C'est un nom qui pointe les grosses entreprises de la tech et qui est utilisé souvent dans la critique du marché privateur. Vous pouvez aussi chercher le mot chaton. C'est les collectifs d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. L'association Framasoft, l'association Raoul.org, par exemple, et Defleur.fr sont des chatons qui vous permettent d'avoir des services et des datas qui sont logés chez nous. Creative Commons, c'est la philosophie du libre, mais appliquée à l'art. D'ailleurs, il y a eu un documentaire récemment qui est sorti qui s'appelle Share Alike, qui pose les questions du libre appliqué à l'art et aussi des limites du modèle libre. Le fait divers, c'est la philosophie du libre pour les réseaux sociaux et le cloud. On pouvait aussi chercher décentralisation, etc. Enfin, on a vu Framasoft, vous pouvez chercher des termes comme low-tech, gouvernance, open data, c'est des termes qui gravitent et que vous entendrez si vous passez au Café Citoyen pour voir les ch'tis Linux, c'est des termes que vous allez entendre flotter. Voilà, je profite du temps qu'il me reste pour remercier Laetitia Diverchi, Jacqueline Rouanido, Tanlan Doublier, qui sont les cofondatrices de SheDev et qui me suivent dans le fait de libérer SheDev. Donc ça, merci beaucoup pour vos efforts. Fabien Duchossois de Raoul, qui a passé son samedi soir à auditer ces slides. Et je vous remercie de votre attention. Vous pouvez poser vos questions sur landquestions.org, code 2222. Les questions, elles seront... vos datas sont privés, ils ne captent pas vos datas à part les questions qui ne resteront que 15 jours sur leur serveur. D'ailleurs, si vous regardez ça sur YouTube, désolé, les questions ne seront plus là, j'essaierai de les mettre sur les notes. Voilà, et la liste est toujours sur librelist.shtedev.fr et librenote.shtedev.fr. Shtedev.fr, c'est marqué sur le t-shirt.
Merci bien.